Dans les deux capsules qui suivent, on va aborder une autre loi de conservation extrêmement importante, c'est celle de la conservation de la quantité de mouvement. Euh, il y avait un problème qui existait depuis des décennies, sinon pas des siècles, en mécanique. Et on se demandait, lorsqu'il arrive des collisions, qu'est-ce qui est conservé? Alors, c'est pas nouveau avec Newton, ça existait depuis un temps. Il y avait Huygens qui pensait que lors d'une collision, ce qui était conservé, c'était ce qu'il appelait la vis viva, une espèce d'énergie de vitesse. En fait, c'était l'ancêtre de notre énergie cinétique parce que c'était en mv carré. Même si à ce moment-là, la notion de masse n'était pas très définie, mais on savait que c'était quelque chose de relié à la taille d'un objet. Euh, il y avait aussi eu Descartes qui pensait qu'en réalité, ce qui était conservé, c'était plutôt mv, l'ancêtre de la quantité de mouvement. mv, mais v n'étant pas vectoriel, juste la grandeur de la vitesse. Encore là, la masse n'était pas tellement bien définie. Alors, on va se tourner vers les diapos et on va voir la contribution de Newton à ce questionnement-là. Or, pour Newton, ce qui va être important et ce qui va être conservé, c'est ce qu'on va appeler la quantité de mouvement. C'est bien mv comme pensait Descartes, mais c'est maintenant un v vectoriel. On doit conserver la direction, l'information de direction. Si vous regardez, si on dérive mv, la quantité de mouvement par rapport au temps, on a m dv dt, mais dv dt c'est a, donc on peut réécrire la deuxième loi du mouvement de Newton en disant la force, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, de quelle manière la quantité de mouvement change-t-elle? Si on multiplie F par T, ce qu'on voit ici, on appelle ça l'impulsion. En fait, appliquer une force pendant un temps, le résultat, c'est la variation de la quantité de mouvement. Or, la loi de conservation de la quantité de mouvement, ça va être que dans un système dans lequel il y a plusieurs corps, la somme de toutes les quantités de mouvement avant une collision ou quoi que ce soit, une interaction, est égale à la somme des quantités de mouvement après. Donc, les quantités de mouvement du système doivent être conservées. C'est vectoriel, ça doit être conservé composante par composante. Ici, on va voir combien cette loi-là est reliée à la troisième loi de Newton. On se rappelle la troisième loi de Newton, si le corps 2 exerce une force sur le corps 1, en réponse, le corps 1 exerce la même force sur le corps 2, mais en sens inverse. Multiplions à gauche et à droite par le temps, c'est-à-dire une force exercée par un temps, il va en résulter une variation de la quantité de mouvement. On a une accélération fois un temps, c'est un changement de vitesse. Donc, delta P1 égale moins delta P2. Qu'est-ce que veut dire delta? Delta veut dire conservation, quantité de mouvement finale moins initiale. C'est ce qu'on écrit ici. Et ici, on a renversé les termes final et initial pour tenir compte du signe moins. Et maintenant, on va regrouper les termes en initial et les termes en final. Et ce qu'on voit ici, c'est que la somme des quantités de mouvement dans la situation initiale est égale à la somme des quantités de mouvement dans la situation finale qu'on illustre de cette manière-là. La conservation de la quantité de mouvement est en fait une conséquence de la troisième loi de Newton. Elle avait été approchée, comme je l'ai dit, par d'autres, Descartes, Huygens et quelques autres. C'est très important de noter que les nouvelles idées ne tombent pas tout d'un coup du ciel. Toute idée a une histoire. Newton, après avoir quantifié cette notion de quantité de mouvement, il a fait lui-même plusieurs validations expérimentales avec des expériences de collision de pendules. Alors, on va aller voir sur YouTube une expérience de pendule, un peu du genre de ce que Newton a fait.
Alors, on voit ici, si on soulève une bille, de l'autre côté, c'est également une autre bille, une seule bille qui va partir. Si on soulève deux billes vont partir de l'autre côté, par conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Trois billes, devinez, et voilà. Alors, on a vu effectivement, c'est le genre d'expérience que Huygens avait commencé à faire et que Newton a continué. On va retourner au diapo. On va voir une illustration de la conservation de quantité de mouvement dans un exercice qui est le problème 36. On va aller le lire dans le manuscrit. Or, dans le problème 36, on a un bloc qui était initialement immobile, un bloc de 2 kg, et il va y avoir une explosion. Il y a un premier fragment de 700 grammes qui part dans cette direction-là avec une vitesse de 16 mètres secondes et l'angle de 28 degrés. Un deuxième morceau de 500 grammes qui part avec une vitesse de 14 mètres secondes dans cette direction. Et on demande de calculer la grandeur et la direction de la vitesse du troisième morceau. On va aller regarder la solution que j'en ai donnée et qu'on en aurait fait en classe. On a donc les trois morceaux ici, avec chacun sa masse. Évidemment, on peut trouver facilement la masse du numéro 3, puisqu'il y avait 2 kg initialement, donc la masse 3 est de 0,8 kg. Bon, les quantités de mouvement initiales sont conservées, donc, et elles doivent l'être de façon pour chaque axe, individuellement, axe par axe. Or, en X, on avait une contribution négative par mon système de coordonnées, une contribution négative du corps numéro 1, une contribution positive du corps numéro 2, et à quoi s'additionne le corps 3. Du corps 3, on ne connaît ni la grandeur de sa vitesse, ni la direction. On peut seulement écrire sa composante en X, qu'on résout aisément. On a une seule inconnue, V3X, on trouve 10,1 mètres secondes. En Y, on a la composante positive du corps 1, sinus 28, moins la composante qui est vers le bas du corps 2, plus la composante du corps 3 en Y. Encore là, on ne la connaît pas, mais c'est notre seule inconnue, on est capable de la calculer, et on trouve un chiffre positif. Initialement, on ne pouvait pas dire exactement si ça serait vers le haut ou vers le bas. Bon, les chiffres sont ici. On aurait pu recalculer le module de V3 en appliquant Pythagore et l'angle de cette manière-ci. Alors, je vais retourner au diapo. On va, dans la suite, appliquer notre principe de conservation de la quantité de mouvement réellement aux collisions. On va séparer trois sortes de collisions. Les collisions élastiques, dans lesquelles les corps sont en général très rigides. Pour ceux-ci, la loi de conservation de quantité de mouvement est obéie, mais également la conservation d'énergie cinétique. Pour les deux autres sortes de collisions, inélastiques et parfaitement inélastiques, seule la conservation de quantité de mouvement est respectée. Ce qui sépare le inélastique du parfaitement inélastique, c'est que dans la parfaitement inélastique, les corps demeurent soudés après la collision. On va regarder rapidement un premier exemple de collision élastique à la section 10.5 et c'est l'exemple 10.8. Dans cet exemple-là, on a un disque de curling qui arrive avec une vitesse initiale, frappe un autre disque de même masse, de vitesse immobile, et après on nous dit que le corps 1 part avec une certaine vitesse
et un angle de 35 degrés et on nous demande de calculer pour le corps numéro 2. C'est exactement le même genre de traitement que celui qu'on a fait précédemment. On a que les quantités de mouvement initiales, il n'y en avait qu'une, elle était toute en X, on le met ici, et ça nous donne les quantités de mouvement après. Notre inconnu, c'est V2Fx. Et en Y, il y avait 0 quantité de mouvement initialement, et notre inconnu, c'est le V2Fy. Je vais aller rapidement regarder dans le manuscrit pour voir le traitement algébrique de la situation, mais vous allez voir que ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, M2V2Fx, qui était notre seul inconnu, ben, on a un Y moins le final, les chiffres avaient été donnés. On rentre les chiffres ici et on va résoudre pour V2Fx. On fait de même pour V2Fy et on résout et on peut calculer le module et l'orientation. Or, ceci va compléter cette capsule. Dans la prochaine capsule, on va aborder les collisions parfaitement inélastiques avec le pendule balistique. Avant de quitter, je vais revenir sur la loi de conservation de quantité de mouvement. Cette loi-là était tellement importante tant pour Descartes que pour Newton que dans les deux cas exactement, tant Descartes que Newton ont parlé littéralement du cosmos, de sa structure, de la conservation de sa structure, et les deux remettaient ça dans les mains du Dieu qui aurait créé l'univers. Pour Descartes, c'était assez clair que Dieu avait lancé le mouvement au début et ensuite, par conservation de la quantité de mouvement, tout était déterminé d'avance pour le futur le plus lointain. On va revenir là-dessus à la toute fin de ce module-ci. Pour Newton, d'abord, il a rajouté le fait que c'est vectoriel, mais aussi, il avait commencé à voir qu'il y avait des difficultés. Alors, Newton disait que de temps en temps, il fallait que Dieu revienne et mettre un petit peu d'ordre dans le désordre qui aurait pu s'accumuler. Donc, pour ces deux grands penseurs-là, ce sont des lois extrêmement importantes. En prochaine capsule sur les collisions parfaitement inélastiques.